oui. Moi, je veux bien tout dire, mais il faut que ce soit intéressant, peut-être pour mes enfants. Et alors ça fait le bonheur de mes petits-enfants. Voilà, le bouchon. Le jus d'orange, tout ça. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais enfin... Je m'appelle André Goudot, j'ai 96 ans, je suis la 5e de 6 frères et sœurs et je suis heureuse de vivre, j'aime la vie, voilà. Pour commencer, c'est ce que je trouve de plus important. Sur la droite, c'est jamais la droite sur la gauche, ça va pas. Pourquoi? J'en sais rien. Vous allez comprendre, je vais vous dire croisez les mains et vous les croisez toujours de la même manière, vos mains. Bon, alors, j'ai toujours été une petite fille très heureuse. Très. Et ça, c'est une question de tempérament. Alors, je suis née à Brest, dans le Finistère, qui est, je dirais pas que c'est la plus belle ville du monde, mais la Bretagne, c'est le plus beau pays du monde, pour moi. Voilà. Et donc, je suis née à Brest en 1922 et j'habitais rue du Château. Alors, je suis née dans une famille où on s'entendait tous très bien, c'est certain. J'avais un père pas toujours très commode, c'est-à-dire qu'il fallait faire ce qu'il voulait, hein, voilà. Mais 5 filles, pour lui, c'était un bonheur. Ça a été les plus grandes joies de sa vie, d'avoir 5 filles. Il avait un fils qu'il aimait beaucoup, hein, mais ses filles, c'était quelque chose de tout à fait spécial. Je suis la seule survivante de la famille. Je suis partie à Madagascar le jour de mes 10 ans. C'était mon anniversaire. Quel plus bel anniversaire que de partir à Madagascar, et où j'ai vécu des années de petite fille heureuse, sans histoire particulière. Sans histoire. J'étais à Tananarive. J'étais en classe à 10 ans. Ah oui, bien sûr que j'étais en classe. J'étais en classe, j'étais une bonne élève. J'adorais l'école. Voilà. Sage, oui, mais très, très vivante. Hein? Je pense que je n'oublie pas l'adjectif qu'on m'avait donné à l'école, élève pétillante. Voilà. Ça m'est resté. Élève pétillante. Je ne sais pas pourquoi je pétillais, mais j'étais heureuse de vivre. C'est tout. J'ai eu une éducation, religieuse. Ah, mais c'est sûr, hein. Mais c'était à cet âge-là, c'est pas l'essentiel. Hein? J'étais très contente. J'avais des parents qui m'aimaient, qui n'étaient pas... Mon père était autoritaire, mais avec quand même... il nous laissait la liberté de penser. Voilà. Et de dire. Et comme j'étais une bavarde née, papa m'a dit un jour, tu sais, j'ai fait aujourd'hui, chaque fois que c'est toi qui entamais la conversation,
6 enfants, les parents, on était 8. Hein. Et chaque fois que c'était toi qui entamais la conversation, j'avais des petites boulettes de pain que je mettais sous mon assiette. Au bout d'un moment, je me suis arrêtée parce que tu entamais tout le temps la conversation. Ah, voilà. Et les conversations, c'était sur n'importe quoi, tout, sauf mon père n'aimait pas qu'on parle mal. Enfin, il avait toujours peur quand on parlait des autres que on dise des choses qui n'étaient pas à dire quelquefois. Alors, quand on parlait des autres, on tournait 7 fois sa langue dans sa bouche pour d'abord ne jamais dire de mal de personne, et puis le respect des autres. J'ai appris le respect des autres. Mais tout ça, c'était l'idéal, c'était que j'aimais la vie. Et je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et ça continue aujourd'hui. Voilà. Alors, j'étais à Tananarive d'abord. Nous y sommes restés 2 ans et demi. J'étais en classe chez les bonnes sœurs. On allait en vacances dans une ville ravissante, pas très loin de Tananarive, qui s'appelle Antsirabe. Et nos vacances à Antsirabe, c'était le paradis, parce que d'abord, papa nous laissait sa voiture, et qu'on allait beaucoup se promener, et que je trouve que Madagascar, c'était très beau. Je pense que c'était plus beau qu'aujourd'hui, parce que c'était, hélas, la période coloniale, et que je pense que pour nous, ça a été la plus belle période quand même. Bon, c'est pas que je sois particulièrement colonialiste, pas du tout même, mais la vie était ce qu'elle était belle et voilà. Et donc j'étais en classe, on est resté là 2 ans et demi, et puis comme toujours, au bout de 2 ans et demi, papa a dit bon, on rentre en France, voilà, et on est revenu. Et nous sommes revenus à Bordeaux, où vivait ma sœur, qui avait déjà 2 petites filles, mon frère, qui était resté à Bordeaux parce que ses études, il ne pouvait pas les faire à Madagascar. Oui, je suis partie donc à Madagascar à 10 ans et rentrée à 12 ans et demi. Et le séjour de papa, 12 ans et demi plus 2 ans et demi, ça fait 15 ans. Et je suis partie là, en Indochine, et là, c'est là que ma vie a commencé. Je suis arrivée en Indochine, j'étais encore en classe, puisque j'étais en première, et nous sommes allés à Hanoï, où nous sommes restés, où nous devions rester 2 ans et demi. Les choses ont changé après. J'avais beaucoup d'amis, mais au lycée, le lycée était mixte, à savoir garçons-filles bien sûr, mais surtout autochtones et français. Et dans ma classe, on devait être 45. J'étais en première, là, 15 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû y avoir une guerre quelque part. Hein? Oui, c'est ça. Il y a eu une guerre quelque part, et au lieu de faire mes études de médecine comme je l'avais prévu, je me suis dit ça va être beaucoup trop long, ça m'embête, et j'ai fait mes études d'infirmière.
Et j'ai été ravie parce que mes études d'infirmière m'ont comblée. Les médecins étaient furieux parce qu'ils voulaient que je sois médecin et pas infirmière. Mais je leur ai dit, ça c'est mon affaire. Et en fait, on avait beaucoup besoin d'infirmières pendant la guerre. Hein. Et c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Je savais que j'étais beaucoup trop paresseuse pour entamer des études de médecine dont je savais qu'elles allaient durer 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. J'étais inscrite en faculté, mais j'y suis jamais allée. Voilà. Bon, là, en 39, j'avais 17 ans. Je vivais toujours avec mes parents. Je faisais mes études d'infirmière. Et qu'est-ce que j'ai fait en dehors de ça? Oh, en dehors de ça, on avait une vie très agréable en Indochine. D'autant plus agréable que comme la guerre a éclaté en France, on n'est pas rentré en France pendant 10 ans, 9 ans. Donc, on a fait vraiment notre vie là-bas. La guerre, j'ai pas connue en France, puisque je n'y étais pas. On savait tout et on ne savait rien. Bon, tout ce qui s'est passé d'horrible pendant la guerre, pour nous, c'était... Bon, on n'aimait pas parce que c'était la France, parce qu'on a souffert, parce qu'il y avait des morts, parce que on était séparés des gens qu'on aimait aussi. Et le fait de n'avoir pas vécu en France la guerre, on a un manque quelque part, un manque dont on ne se plaignait pas parce qu'on était très heureux là où on était, bon, bien sûr. J'avais en France donc de la famille, puisque j'avais encore une sœur, un frère. On s'en faisait pas tellement pour eux, mais on est resté des années sans nouvelles les uns des autres, hein, quand même. Ça a été pénible. Je me souviens, c'est un tout petit peu après, que quand mon mari, parce que je vais arriver à mon mariage aussi après, que quand mon mari a été blessé, c'est par des papiers militaires que ma belle famille, qui était restée en France, bien sûr, lui, il était parti en Indochine, mon mari, parce qu'il ne voulait pas rester sous l'occupation allemande. Il a dit, je fais tout, je m'en vais, je m'engage pour l'Indochine, au moins là, il y aura quelque chose à faire, je ne veux pas vivre avec les Allemands. Voilà. Et donc, mais la vie était heureuse là-bas. Bon, j'ai eu une vie de jeune fille très heureuse, très. À 20 ans, j'ai rencontré mon mari. Et je l'ai rencontré dans des circonstances un peu spéciales, puisque ce sont des amis, et surtout un copain qui était amoureux de moi et qui a regretté toute sa vie de me dire ça, mais enfin ça fait rien, qui m'a dit, il y a un jeune officier qui vient d'arriver à l'hôpital d'Hanoï, il ne connaît personne, il faut aller le voir. Je suis allée voir le dit officier en question, qui était un fort joli garçon, avec des yeux bleus inoubliables. C'était drôle d'ailleurs, parce que quand je suis rentrée, j'habitais avec mes parents, donc à ce moment-là, j'ai dit, je suis allée voir un garçon à l'hôpital qui vient d'être blessé, puisqu'on lui a coupé une jambe. Il s'appelle comment, me dit mon père.
Ben, je dis, il s'appelle Goudot. C'est pas vrai. Eh ben, tu lui demanderas demain s'il est le fils d'Édouard. Alors j'arrive à l'hôpital et je dis à ce garçon, est-ce que vous êtes le fils d'Édouard? Oui, parce qu'Édouard, c'était un grand ancien de papa à Polytechnique. Et donc, le nom de Goudot a dit tout de suite quelque chose à mon père. Voilà. Et Goudot, ben, il était joli garçon, il était très bien. Et du coup, quand il est sorti de l'hôpital, où il est quand même resté 6 mois, hein, il est venu chez nous, on l'a reçu, et puis il est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'un jour, bon, dans un jardin à Hanoï, le jardin du gouvernement général, ben, il m'a demandé si je voulais être sa femme. Je lui ai dit oui. Et voilà. Me courtiser, c'est pas le mot. Vous savez, quand un garçon de 23 ans vient de perdre une jambe, on a des choses vraies à se dire. Donc, il m'a pas courtisé tout de suite. Voilà. On a partagé beaucoup de choses. Alors, il a perdu sa jambe. Il était chargé. Il habitait le nord du Tonkin. Et il était chargé de descendre à Haïfont pour des histoires d'argent, pour payer les militaires enfin de la région. Lui était à la frontière de Chine et moi j'étais à Hanoï. C'est tout à fait, ça fait quand même quelques kilomètres. On ne se promenait pas beaucoup par la terre, on se promenait surtout par la mer. Et un jour, donc mon mari était chargé de venir chercher l'argent à Hanoï pour l'emporter à la frontière pour payer ses gars. Et il y a un avion qui les a pris pour cible. Le capitaine a été tué, le capitaine du bateau, et autour de mon mari, il y a eu pas mal de morts. Et lui a reçu un paquet de balles, enfin tout ce qu'on veut, dans la jambe. Et alors, il a quand même été très bien, parce qu'il avait 23 ans, c'était jeune. Il a pris un truc de rideau, il s'est fait un garrot, et c'est lui qui a échoué le bateau. Il l'a fait faire à des hommes qui étaient prêts à piller en se disant « Oh là 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 là, c'est le moment où on va… » Et à ce moment-là, mon mari a tiré son revolver de sa poche et il a dit « Le premier qui agit mal et qui ne fait pas ce que je dis, je tire. » Ça ne veut pas dire je le tue, ça peut je le blesse, je ne sais pas, je tire. Donc, il a fait échouer le bateau. Et pendant ce temps-là, il y avait quand même qu'il avait une jambe en bouillie et qu'il a mis 52 heures avant de recevoir des soins. 52 heures. Parce que il s'est passé des choses. On l'a raté. Le bateau, rien n'a marché. Et il est resté 52 heures. Au bout de 52 heures, on l'a retrouvé. Et là, il est parti à l'hôpital d'Hanoï, où il est donc resté 5 mois. 6 mois. Oh, 6 mois, ouais. Il m'a demandé en mariage, avec tout le cérémonial qu'il fallait, hein, avec grand uniforme, gants blancs, et il est venu demander ma main à mon père. Et mon père lui a dit, oui, mon petit, mais, vous
De quoi vous allez vivre? Hein? Vous êtes blessé, vous êtes amputé, l'armée, c'est fini. Hein? Je ne sais pas de quoi vous allez vivre. Et il y a un officier général dont je tairai le nom parce que il n'y a pas de raison que je donne son nom, mais qui était un homme très bien. Et mon père lui en a parlé et il a dit on va lui trouver du travail. Alors, mon mari était un peu un porte-drapeau du fait de son amputation et le gouverneur général aurait voulu le prendre comme officier d'ordonnance, mais ça aurait été très facile, très difficile pour lui. Et de plus, comme il voulait m'épouser et qu'il n'était pas question qu'on renonce à quoi que ce soit, ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, le résident supérieur au Cambodge a dit moi j'ai besoin d'un officier d'ordonnance et je le veux bien. Enfin, on s'est mariés et après le mariage, nous sommes partis en voyage de noces à Kinnon et de Kinnon, nous sommes partis à Phnom Penh, où était le résident supérieur et où nous avons passé donc tout le restant de notre séjour en Indochine. Ma condition de femme, elle était d'accompagner mon mari, c'est tout. Il fallait que je reçoive, que je sois présente à toutes les cérémonies officielles, repas, voyages, etc. Ce qui m'a valu entre nous une drôle d'histoire, c'est que aussitôt après notre arrivée au Cambodge, le résident supérieur a fait une visite à Angkor. Et mon mari avait donc organisé un voyage à Angkor, qui est une merveille. Hein. Et le résident supérieur, en arrivant, lui dit « Je ne vois pas Madame Goudot ». Et mon mari, 23 ans, débutant, n'osant pas s'imposer, lui a dit « Elle n'était pas sur la liste ». Et il lui a dit, mais c'est de la folie. Vous étiez là, donc votre femme faisait partie du voyage. Et voilà comment je n'ai jamais vu encore. Et j'ai pas passé mon diplôme d'infirmière, parce que j'aurais dû le passer au moment où j'ai rencontré mon mari. Je me fichais d'être infirmière, d'avoir mon diplôme ou pas. Ils n'ont pas été violents avec nous. Alors, le jour où ils ont pris les rênes, c'est le 9 mars 1945, où j'ai entendu d'abord des coups de feu, des machins dans le jardin, parce qu'il n'y a pas de fenêtre au Cambodge, pas de vitres tout au moins. Et puis tout d'un coup, les Japonais ont défoncé les portes chez nous, et ils sont entrés, couverts de feuillage, parce que dans le jardin, ils voulaient passer inaperçus et se promener sans qu'on les voie, baïonnettes au canon, et ils sont entrés comme ça dans notre chambre. Quand ils ont vu d'abord mon mari sur des béquilles, parce qu'il était 9h du soir et qu'on était couchés, et qu'il n'avait donc pas sa prothèse. Quand ils l'ont vu sur des béquilles, ils se sont calmés. Et puis j'avais ma fille Danielle qui avait
10 mois, et ils nous ont dit « suivez-nous ». Et nous avons suivi, obtempéré. J'ai enveloppé ma fille dans une serviette de bain. Moi, j'ai pris une robe de chambre et on a suivi les Japonais. Et ils nous ont emmenés chez le résident supérieur, dans la grande maison, enfin, où étaient réunis déjà, assis sur des tabourets, mains liées dans le dos, le général, commandant supérieur, le résident supérieur, le résident maire, toutes les personnalités du Cambodge étaient réunies là. Défense de parler, ça c'est certain. Ils nous ont dit vos lits sont prêts, vous allez pouvoir vous coucher. Immédiatement, j'ai pensé, ils ont creusé nos tombes et on y va. Eh ben non, c'était pas ça. Il y avait des matelas par terre dans un salon et ils nous ont fait coucher sur les matelas. Toute lumière allumée parce qu'ils avaient peur qu'on s'en aille. L'autre, comme officier d'ordonnance, ils étaient 2. Il y avait mon mari et un autre qui s'est fait tuer pendant la traversée du jardin. Il a voulu rentrer de force par une porte où les Japonais ne voulaient pas qu'il passe et ils l'ont tué. Et puis là, on est resté 1 mois et demi, peu nombreux, mais enfin, on avait de quoi se coucher. La résidence supérieure était grande, il y avait beaucoup de chambres, et mon mari, ma fille et moi, on avait une chambre. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. C'est pas tout à fait vrai, c'était un salon dans lequel ils avaient tendu de grands morceaux de tissu et on avait un semblant de chambre. Et on est resté prisonniers jusqu'à Hiroshima. Avril, mai, juin, juillet, août, on est resté prisonniers des Japonais, mais prisonniers correctement traités. À savoir que nous étions nourris, que nous avions chaque couple avait un semblant de chambre, un certain respect, je pense, parce que c'était le résident supérieur et qu'il y avait des choses qui se savaient. Hein. Le gouverneur général aurait été au courant tout de suite si on avait touché à un d'entre nous. Ils ont été corrects, mais il y a eu des Japonais qui se sont très mal conduits, il y a eu des Japonais qui se sont très bien conduits, comme dans toutes les guerres. Et puis après, ils se sont dit on ne va pas les garder, parce que ça faisait des soldats qui devaient garder des gens sans intérêt, sans armes, on n'avait rien, on ne pouvait pas se battre. Et ils nous ont laissé repartir dans la ville de Phnom Penh, qu'ils avaient encerclée avec des barbelés, je suppose, je n'ai jamais vu les barbelés, mais je sais qu'on ne pouvait pas en sortir. Et on est resté là, et on nous a dit, il faut que vous trouviez à vous loger. Parce qu'on ne sait pas où vous mettre. Alors on est allé chez des amis qui avaient une grande maison. Et là, on s'est installé nombreux. On était 30 dans cette maison, où nous n'avons pas été malheureux. Non, on n'a pas été malheureux, sauf certains. Il y en a qui ont été maltraités par les Japonais. Il fallait céder, quoi. On n'avait rien à dire et rien à faire qu'à obéir. Jusqu'au jour où, au 15 août
Hiroshima. Et les Japonais se sont retirés après avoir coupé la tête de beaucoup de gens. Ils ont fait quelques repas, pas à Phnom Penh, mais en Indochine. Et à la fin du repas, les gens ont eu la tête tranchée, carrément. C'était par les radios qu'on écoutait en douce pour avoir des nouvelles. Radio anglaise, Calcutta, des cartes imprimées sur lesquelles il y avait écrit « Nous allons bien », un blanc pour mettre un nom s'il y avait, et c'est comme ça que ma belle-mère a appris qu'elle était en France, ma belle-mère, qu'elle était grand-mère, voilà. C'était pas des correspondances, c'était vraiment le minimum qu'on pouvait faire, hein, le minimum. De Gaulle nous a très mal jugés. Il s'est pas rendu compte que si on avait levé le petit doigt, on était tous passés à la casserole. Et ça, De Gaulle n'a pas compris ça. Il n'a pas compris parce que, Pétain était ce qu'il était, et il nous a accusés de rester fidèles au maréchal Pétain. Ce que nous n'étions pas, on n'avait pas le choix. Ça a été des moments difficiles. Pas pour nous personnellement, mais pour les Français en Indochine, ça a été des moments douloureux, très. Ça donne beaucoup de courage d'avoir des enfants, beaucoup. Je pense que grâce à mes enfants, je n'ai jamais eu peur. Et en plus, mon mari étant militaire, mais militaire blessé, puisqu'il avait été... on lui a jamais dit quitter femme et enfants et aller retrouver tous les militaires qui sont prisonniers. On lui a jamais dit. Il est toujours resté avec moi. Donc, la petite cellule familiale est restée ce qu'elle était. On était très contents de quitter l'Indochine dès que, en y laissant des plumes, hein, mes 2 sœurs étaient veuves. Je suis restée sans nouvelles de mes parents pendant 4 mois. On ne savait pas ce qu'ils étaient devenus et eux ne savaient pas ce qu'on était devenus. Et on apprenait ça comme ça. Un jour, il y a un de nos amis qui est arrivé et qui nous a dit « Vous venez, et, mon mari et moi, j'ai quelque chose à vous dire ». Et à ce moment-là, c'est lui qui nous a annoncé la mort de mes 2 beaux-frères. Ça a été des moments un peu difficiles, mais bon, à la guerre comme à la guerre. J'étais très contente qu'on ait enfin une place. J'ai voté en 1944. J'étais pas en France. Donc j'ai voté en 1946, il y a eu certainement quelque chose, et j'ai voté avec plaisir. Alors j'ai des amis dont les maris étaient des enquiquineurs. Tu vas voter pour telle personne. Or, moi, mon mari m'aurait dit ça, je lui aurais dit « Je te remercie, je sais ce que je fais ». D'abord, quand j'ai voté, c'était assez drôle, je votais en regardant la tête des gens. Mais c'est vrai que la tête d'un individu représentait beaucoup pour moi. Une révolution, moi je n'ai pas vécu ça comme une... J'ai vu ça comme une évolution, mais pas comme une révolution. Les femmes, on était déjà privés de beaucoup de choses, hein. Il n'y avait pas que le fait de conduire la voiture. J'ai jamais été révoltée, jamais. Les choses étaient ce qu'elles étaient. Je pense que je suis un peu sage, peut-être bête, je n'en sais rien.
Mais je ne me suis jamais révoltée. Je ne suis pas une révoltée. Nous sommes venus à Paris, ce que j'ai beaucoup regretté, mais mon mari, j'aurais voulu aller à Bordeaux, où j'avais une sœur et un frère qui étaient restés là en France, et une de mes belles-sœurs qui était, elle n'était pas trisomique, mais pas loin, et qui était une fille adorable. Adorable et qui s'est occupée de nous avec beaucoup de gentillesse, si bien que quand je suis rentrée en France, je n'avais rien à faire qu'à m'occuper de mes enfants. Voir arriver son fils, sa belle-fille, qu'elle ne connaissait pas. Le jour où je suis arrivée à Paris par le train, nous arrivions d'Indochine, il y avait toute une bande de copines de ma belle-mère qui étaient là à nous attendre, qui n'avaient pas vu mon mari, qui était leur chéri depuis des années, et qui... Alors je me suis penchée vers mon mari, je lui ai dit, quelle est ta mère? Je ne savais pas, moi. Je ne savais pas quelle était ma belle-mère. Et elle ne savait pas qui j'étais. Bon. Et alors, par chance, mon mari avait des sœurs en Bretagne, dans un château ravissant, où nous avons pratiquement vécu pendant des mois. On allait, on venait, on faisait le voyage Paris et la Bretagne. Et puis mon mari a trouvé du travail à la Tonneline, c'était la Shell. La Shell, la Tonneline a été incorporée par la Shell. Ma vie, quand je suis rentrée, nous n'étions pas très riches. Nous n'étions pas très riches parce que mon mari était resté sans travailler pendant longtemps. On touchait quand même, on a touché après coup. En Indochine, on n'a rien touché du tout. Oui, on a le salaire de mon époux. Moi, je n'ai jamais travaillé. Si on peut dire d'une mère de famille de 4 enfants qu'elle n'a jamais travaillé. D'abord, je vais vous dire que chez mes parents, les femmes ne travaillaient pas beaucoup à cette époque-là, et mon père et mon mari n'ont jamais souhaité que je travaille. Donc je n'ai jamais travaillé, je me suis occupée de mes enfants, occupée des autres, et puis mon mari Albert, donc il est rentré à La Chelle, où il a fait toute sa carrière. C'était pas le temps où on changeait pour trouver mieux, pour je sais pas. On était bien trop contents de ça. J'aurais voulu 8 enfants. Je ne les ai pas eus. Je me suis contentée de 4. Je trouve que c'était un peu juste. J'avais envie d'une famille nombreuse. On était 6 chez nous. On a été tellement heureux que j'aurais bien voulu faire pareil. Mais enfin, 4 enfants, c'était déjà pas mal. Quelle mère je suis! Une mère qui avait envie que ses enfants soient heureux en faisant ce qu'ils avaient envie de faire. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ma fille aînée, elle ne rêvait que beaux-arts, etc. Elle a donc fait les beaux-arts. Elle a été comblée, elle dessinait, elle peignait, elle était inscrite à Amiens, c'est une faculté, je ne sais pas si ça porte le nom de faculté, enfin peu importe. Ma fille Marie, c'est une intellectuelle, hein. Elle est professeure de lettres agrégée, c'est une intellectuelle. Elle est restée vivre à Bordeaux
quand nous sommes partis à Amiens, parce qu'elle était déjà dans ses études de lettres, et qu'à Amiens, il n'y avait pas de faculté de lettres valable. Mais enfin, on se voyait tout le temps quand même. Hein. Amiens-Paris, c'est pas 1 heure de train, on se voyait beaucoup. Alors, le troisième enfant, ben, c'est mon fils, qui est né le 17 mars 1947, qui est devenu un garçon très bien, excellent chirurgien. Je pense que il a été un des sommets de la chirurgie cardiaque en France. Hein. Toujours rêvé, Bertrand, d'être chirurgien. Et ma femme de ménage, que j'ai revue il n'y a pas des années après, me dit « Mais vous vous souvenez pas, il mettait les poupées de ses sœurs sur des chaises, couchées, et il faisait semblant de les opérer. Hein, à 5 ans. C'est quelque chose. Ça, c'est une vraie vocation. Hein. Voilà. Et puis, Anne est arrivée 5 ans après Bertrand. C'était le centre d'intérêt de la maison. Voilà. Et je me souviens que le jour où on a eu une voiture, Anne devait avoir 18 mois, à peine. Et on était contents, mon mari et moi, d'avoir cette voiture. On a dit, on va annoncer à nos enfants qu'on a une voiture. Alors on arrive, on leur dit, bon, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Tu attends un bébé? Ah, j'ai dit non. Anne avait 14 mois ou 15 mois ou 16 mois, je veux 18 mois. Non, 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 non. C'est une voiture. Alors du coup, la voiture les a consolés que ce ne soit pas un autre bébé qui soit arrivé. Et chaque fois qu'il y avait un bébé chez moi, c'était la joie. Hein. Ça, je dois dire que je leur ai beaucoup parlé de religion, parce que la religion a toujours eu une très grande importance dans ma vie. Après cette période où j'élève mes enfants, on passait toutes nos vacances dans le sud-ouest. J'aimais le sud-ouest en 58, quelque chose dans ce goût-là. Mon mari a été nommé à Bordeaux, où j'étais ravie d'aller parce que maman y habitait et que j'étais contente de retrouver maman, parce que mon père est mort en 51. Après Bordeaux, nous sommes allés à Amiens, où nous sommes restés 11 ans. Ça a été long. À dire vrai, mon mari a été nommé entre-temps à Lille, mais c'est lui qui faisait les déplacements. Alors, Albert, de toute façon, il était ravi d'avoir une voiture. Il m'a dit, tu vas passer ton permis. J'avais 30 ans. J'ai eu mon permis du premier coup. Et vous savez où il m'a emmené pour passer mon permis? À l'Étoile. Mais la circulation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et je me souviens que là, le gars qui m'a fait passer mon permis, puisqu'on était quand même obligé de prendre quelques leçons pour le principe, et il m'a dit, bon, on va à l'Étoile. Et puis comme j'ai bien conduit, en faisant mon demi-tour, j'ai calé. Je ne me suis pas démontée, je suis repartie, et il a oublié, il s'est dit, bon, elle est capable, elle s'en sort, voilà. Et autrement, le fait d'avoir une voiture, c'était un bonheur. Alors, le système qu'on a trouvé, j'avais une conduite automatique, impeccable, et alors, du coup, ce qu'on a trouvé, sur l'embrayage automatique,
Il y a un brave gars qui m'a mis une barre qu'on pouvait mettre ou enlever. Quand c'était moi qui conduisais, la barre, elle était en haut. Quand c'était mon mari, on baissait la barre, puisqu'il conduisait, il était amputé de la jambe droite. Il conduisait donc avec la jambe gauche. Et il a été ravi de pouvoir conduire sa voiture. De voiture, ça m'intéresse parce qu'il y avait de la place, parce que ça roulait bien et tout, mais je suis incapable de vous dire les marques de voitures. Je suis pas un garçon. Alors la religion m'a accompagnée surtout depuis l'Indochine, où j'ai rencontré euh, des gens, mais une femme merveilleuse, une religieuse, très exigeante peut-être, mais qui n'était pas beaucoup plus vieille que nous, qui était agrégée de philosophie, c'était pas une gourde, et qui nous a formés. Je dis pas qu'elle m'a entraînée, mais nous avons beaucoup parlé. C'est à travers des échanges que j'ai découvert ça. La religion a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. D'abord, mes parents étaient religieux profondément, tous les deux. Mais moi, je dois dire que la religion a tenu et tient une place dans ma vie très importante. Très. Pourquoi? C'est que j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un. Et que ce quelqu'un, je peux dire, voyez, je vais vous dire ça autrement, je pense que le jour où je mourrai, ma vie n'est pas finie. Ma vie, elle est ailleurs. Et je me dis, excusez-moi de dire ça comme ça, je vais enfin trouver l'amour après lequel j'ai couru toute ma vie. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de gens, mais j'attends quelque chose de plus. Donc j'ai habité à Amiens, où j'ai pleuré quand je suis arrivée à Amiens. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans ce trou perdu? Eh bien, j'ai pleuré quand j'ai quitté Amiens, tellement j'y avais passé de belles années. On y est resté longtemps. Et puis, après Amiens, mon mari, qui faisait, je vous disais, le trajet Amiens-Lille tout le temps, était fatigué. Très fatigué, et il s'est donc arrêté de travailler. Il avait 55 ans, ce qui est très jeune. Et à ce moment-là, nous venions d'acheter un très joli appartement à Antibes. Parce que mon mari avait perdu une vieille tante qui avait des sous. Et le jour où on s'est trouvé avec des sous, on a acheté quelque chose. Je ne sais plus exactement la date. Mon mari se trouvant fatigué, nous sommes partis vivre à Antibes, ce qui n'a pas été du tout le rêve pour moi. J'étais très contente d'aller à Antibes en vacances, mais c'était pas ma vie. Qu'est-ce que j'y ai fait? Pas grand-chose, mais il y avait des gens très gentils, entourés d'amis délicieux. Et on est resté quand même 14 ans à Antibes. Un beau jour, mon mari, attendez, quel âge j'avais? Nous avions 50, 60 ans, où mon mari m'a dit, j'en ai marre, on est entouré de vieux. J'ai envie de changer, on va partir. Alors, on a mis notre appartement en vente, ça vaut la peine d'être dit,
un matin, avec pancarte sur le balcon, tout et tout. Je pars voir des gens, ou faire je sais pas quoi, jouer au Scrabble, parce que le Scrabble c'est ma passion. Je joue au Scrabble, et je ne vois plus mon étiquette là sur là. L'appartement a été vendu en 3 heures. 3 heures. Il était merveilleux. J'avais d'un côté la baie de Cannes, non, la baie de Cannes, et là la baie de Nice. Et je voyais la mer des deux côtés. Ça a bien changé depuis. Hein. Mon mari était un citadin. Il aimait la ville, la vie tout court. Voir des gens dans la rue, enfin, et parisien par-dessus le marché. Il m'a dit, j'ai envie d'aller vivre à Paris. Et voilà. D'abord, nous avions des petits pieds-à-terre. Parce que quand on habitait Antibes, on avait souvent envie de venir à Paris pour voir nos amis, pour voir la famille, etc. Si bien que la maison d'Antibes dont nous étions propriétaires, plus un petit appartement dont nous étions propriétaires, ça a fait un truc un peu plus gros et nous nous sommes installés ici. 17 rue Théodore de Banville. On s'y est installé en 1985 à peu près. Ça fait combien? Il y a 35 ans, à peu près. 35 ans que nous sommes ici. Mai 68, j'étais à Amiens. Mai 68 a été très calme chez moi. Mon fils était tellement pris. Là, il vous dira sûrement pas ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Maman, j'ai autre chose à faire. Je prépare mes études de chirurgie, je travaille, j'aime mon métier, mais 68 ne m'a pas marqué, ne l'a sûrement pas marqué. Ah ça, on n'a pas dormi cette nuit-là. On n'a pas dormi. Enfin, mon mari n'a pas dormi, mes enfants n'ont pas dormi. Moi, je me suis couchée, j'ai dormi et j'ai dit, vous m'appelez au moment M. Hein, je veux le voir marcher sur la lune. C'est quelque chose, on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier. Hein? J'étais pleine d'admiration, tout en regrettant, ça c'est un regret qui ne passera jamais, et pour cause, c'est de ne voir que la moitié de la lune. On n'a pas vu, on aurait eu un truc super puissant, on ne le voyait pas, il était de l'autre côté, quand il marchait sur la lune. Je l'ai laissé vivre. C'était pas mon truc. J'ai pas eu de problème avec mes enfants, donc je regardais les problèmes comme bon, ils avaient envie de. Je vais vous dire, c'est peut-être bête, c'est peut-être pas très intelligent, mais je n'ai jamais jugé le comportement des autres. Jamais. Je pense que chacun dans la vie a son chemin. Et le chemin de ceux qui faisaient, j'allais dire des conneries, je le dis, hein. Bon, c'est leur chemin, c'était pas le mien. Donc mon grand-père s'est marié, il a eu 5 enfants. Ma grand-mère s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Ils se sont retrouvés veufs tous les deux et ils se sont mariés. Et leur enfant, c'est ma mère. C'est fou, hein? Maman est morte en 75
assez longtemps après mon père, qui était mort en 51. Maman, elle était la mère de beaucoup plus que de ses enfants. Elle était la mère des gens qui avaient besoin d'elle. Maman était d'une générosité incroyable. Tout ce qu'il y avait, j'ai dû vous le dire déjà une fois, tous les officiers subordonnés de mon père avaient des femmes qui avaient une confiance dans maman. Je me souviens par exemple que quand nous étions en Indochine, nous avions une très belle maison. On habitait une pagode d'abord. Et avec un jardin inouï, un potager immense, un tennis sur lequel on faisait de la bicyclette avec mes sœurs. Et je me souviens que tous les dimanches, le tennis était plein de gens qui venaient nous voir. Et c'était pas nous, les filles, parce qu'on était quand même 5 filles, hein. Non, 4. C'était maman qu'on venait voir. Parce qu'on avait besoin d'elle. On s'est toujours très bien entendu avec mes sœurs, quelles qu'elles soient. Madeleine, j'avais 7 ans quand elle s'est mariée, donc j'ai simplement pleuré en détestant mon beau-frère. Parce qu'il m'enlevait ma seconde mère, hein, absolument. D'autant que c'était ma marraine et qu'elle avait pour moi une importance énorme. J'ai perdu ma sœur aînée elle avait 47 ans. Elle est morte comment ça s'appelle, enfin un cancer ou je sais pas quoi, frère jumeau du cancer. Et ça a été très difficile. Très difficile parce que ça a été un des chagrins de ma vie. Elle n'a jamais voulu nous voir quand elle a commencé à ne plus être bien. On ne savait pas soigner le cancer à l'époque. On la bourrait de sel et de machin comme ça. Elle était devenue, paraît-il, énorme. Très très grosse. Et moi, c'est pas difficile, quand je voulais parler à ma sœur, je lui écrivais. Elle ne voulait plus voir personne. Donc, elle ne répondait pas. Je lui écrivais pour lui dire que je l'aimais, que je pensais à elle, mais elle ne répondait pas. Je me suis toujours quand même très bien entendue. On s'entendait très bien chez nous, très bien. Il n'y a jamais eu d'histoire de famille. Même quand mes parents sont morts, même quand il y avait quelque chose à partager. Jamais. Et puis j'ai perdu toutes mes sœurs. Toutes mes sœurs. Elles sont toutes mortes, c'est pas difficile, à 90 ans. Qu'est-ce que je faisais à 60 ans? Si, je jouais au Scrabble, sûrement déjà. J'ai toujours été passionnée de mots croisés, de toutes sortes de jeux qui faisaient travailler mes neurones. Ça, c'est sûr. C'était il y a 18 ans, je crois. Ça m'a changé la vie. Mon pacemaker m'a changé la vie. Parce que, tout d'un coup, je me suis sentie revivre. Je me souviens même d'un jour où j'ai voulu traverser la rue de Courcelles et où j'ai senti que je ne pouvais pas la traverser. Et j'ai demandé une chaise à la pharmacie pour pouvoir m'asseoir et reprendre de la force pour traverser la rue, tout simplement. Et quand on a regardé de près, on s'est dit que j'avais besoin d'un secours cardiaque. Et j'étais contente, parce que rester fatiguée, tout et tout,
c'est pour mon rêve. Hein. J'aime mieux être bien dans ma peau, j'aime mieux être heureuse que de me dire, ma pauvre vieille, où vas-tu? Le décès de ma fille aînée, c'est très dur à accepter, mais je me suis dit, j'avais perdu pas longtemps avant une de mes petites nièces chéries qui était très jeune et qui est morte très douloureusement. J'étais restée marquée par cette mort-là. Elle était avocate, hein. Elle avait un tempérament très fort. Elle avait une passion dans la vie. C'était mon mari. Elle adorait son grand-père. Elle l'adorait, véritablement. D'ailleurs, elle l'a dit, elle l'a écrit, son papa l'a répété, celui qui m'a aidé jusqu'au bout, c'est mon grand-père. Quand je me souviens de moments heureux, je me souviens de moments où on était couchés ensemble sur mon lit et où on se parlait, où on se parlait pas. On n'avait même pas besoin de se parler. Et la mort de ma fille aînée, elle ne vivait pas avec moi, elle vivait à Lille. Déjà, c'est beaucoup de ne pas la voir disparaître comme ça de ma vie. Et puis je me suis dit, bon, c'est vrai qu'elle était jeune, mais c'est vrai qu'elle avait eu une vie très remplie. C'est la fille la plus généreuse qu'on puisse imaginer. Elle avait une vie bien remplie, elle avait 4 enfants. Je me suis dit, elle a fait sa vie, elle me manque, mais ça va encore dans le sens des choses. Hein? Elle est morte, elle avait 62 ans, c'est quand même jeune. Hein? C'est quand même jeune, mais elle avait une vie si remplie, et d'autant qu'elle a eu le bon goût, je peux le dire, de venir mourir chez moi. Elle est arrivée un jour en me disant, « Maman, nous avons elle s'occupait d'un tas de trucs, c'était une fille chouette, hein. Chouette, chouette, chouette. Et puis, elle couchait donc chez moi, là, et puis je me lève dans la nuit en voyant de la lumière à 3 heures du matin. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je la trouve assise au bord de son lit. Elle me dit, maman, je n'entends plus rien. J'ai dit, ma chérie, je ne t'entends plus. Quand elle m'a dit, je ne t'entends plus, j'ai appelé les pompiers. J'ai prévenu son mari, sa fille aînée, bien sûr, et le dernier mot qu'elle a prononcé en traversant ici sur un brancard, c'est maman. C'est tout. Elle avait fait un infarctus qui n'était pas un infarctus du cœur, c'était un infarctus du côté du foie. C'est pas pareil. Voilà. Ma fille, en partant, m'a laissé 4 enfants. À elle, qui sont mon bonheur. Hein? Mon bonheur, avec les autres, bien sûr. Mais enfin, ces 4 enfants sont mon bonheur. Je me suis dit, elle m'a pas laissé. Elle m'a laissé 4 enfants. D'ailleurs, quand elle est partie, qu'elle a dit maman, je suis sûre qu'elle avait autre chose à me dire. Mais je savais ce qu'elle voulait me dire. Hein? Je savais. Et elle avait en particulier à me confier son fils, qui avait été très malade puisqu'il a eu un cancer
à 15 ans, dont il s'est vraiment remis à 20 ans. Grand-mère, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que, d'abord parce que je les aime et qu'ils m'aiment, et puis que j'ai rien à faire dans leur éducation. Hein, la grand-mère, elle a qu'à aimer, et puis c'est tout. Hein, ils ont tous eu des parents, et des parents qui se sont bien occupés d'eux. Moi, j'avais que le bonheur, être en paix. Et j'ai la chance d'être en paix avec les autres et avec moi-même. Je pense que pour moi, c'est l'essentiel. Ah, pas du tout. Si, c'est un problème parce que le seul problème, j'ai la chance d'avoir d'abord un cerveau qui fonctionne. Ça, c'est parfait. Et les misères physiques, eh ben, il faut essayer de s'en détacher. Et on y arrive, croyez-moi. Parce qu'on a tous des misères physiques en vieillissant. J'approche quand même de... Je suis plus près de 100 que de 90. Hein. J'ai demandé qu'on ne me fête pas d'anniversaire, mais mes 100 ans, j'ai dit oui. Ça ne me gêne pas, au contraire. Et puis alors, je vais vous dire que chaque fois qu'il y a un bonheur chez moi, ben le bonheur, il est pour moi. Aussi. Aussi. Qu'on a vu beaucoup de choses. Et que, bon, il y a eu des moments moins heureux, peut-être, mais je, je, je ne pense pas aux choses qui n'ont pas été. Je n'ai pas de regrets. Et si j'en avais, je ferais tout pour les évacuer, parce que je n'aime pas le mot de regret. Il y a des jours où j'ai 100 ans. Il y a des jours où j'en ai 70. Il y a des jours où je me dis, je me réveille jeune. Et il y a des jours où je me réveille en me disant, ma pauvre vieille. Mais j'accepte le tout. Il y a toujours eu beaucoup d'amour. Je pense que l'amour n'est pas parfait. Hein? Enfin, c'est mon idée. L'amour n'est pas parfait. C'est exactement ce que je vous dis. Je pense à un amour autre, moi, carrément. Je suis profondément religieuse. Et je me dis, l'amour, j'aurais couru après l'amour qui m'aurait dévoré toute ma vie. Et je n'ai jamais été dévorée par l'amour. Hein? Dieu merci, probablement, pour mes enfants, pour ma vie, on n'a pas besoin de dévorer pour... Il aurait volontiers été l'homme, avec la supériorité masculine, qui n'avait aucun fondement, simplement c'était un homme et j'étais une femme. Et je pense que, quoi qu'il arrive, c'est très curieux ça. Les hommes ont un sentiment de supériorité que rien ne leur enlèvera jamais. Je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui sont comme ça, mais en gros, c'était ça. Il est mort Il avait 82 ans. Et moi, 80, à savoir
Il est mort en 2002. Après, hein, ça a été des années noires, hein, quand même. Albert est parti en 2002, mais, mais il est parti paisiblement. Paisiblement. Il est mort entre son fils et moi, paisiblement. Mais de toute façon, je vais vous dire, c'est très curieux. Mon mari, il est toujours là. Toujours. Il y a des jours où je mets la main sur son matelas, puisque on a 2 matelas séparés, et j'ai l'impression qu'il est là. Il n'est pas absent. Pas du tout, du tout, du tout. Et que si on a eu des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord dans la vie, eh bien maintenant on est d'accord. Voilà. Parce qu'on n'a pas toujours été d'accord. Quand on a des enfants à élever, il y a des choix à faire. Je crois que je suis quand même, j'ose pas dire le mot parce que c'est bête, sage. Hein? Et que c'est inappréciable. Et que la sagesse, eh ben, je l'ai reçue de mes parents, d'abord. La liberté. On a gardé notre liberté, chacun, dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre. Non, bien sûr, parce qu'on a vécu ensemble jusqu'au bout. Le respect de l'autre en tant qu'autre. Il n'est pas moi et je ne suis pas lui. Ce que je lui dirais, je sais pas. Non, je lui prendrai la main. Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler bizarre, mais j'ai la foi religieuse. Et je pense que c'est ma force. Bien sûr que je vais les retrouver. Je ne sais pas comment. Personne n'est jamais revenu pour dire ce qu'il avait retrouvé là où il était. Si je devais choisir 3 mots c'est la chance que j'ai eue de naître dans la famille où je suis née. Parce que j'ai reçu infiniment d'amour. J'ai un tempérament optimiste et que je ne m'arrête pas sur ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Ça fait déjà 2. Et le 3e, c'est ma foi religieuse. Voilà. Ça, je ne peux pas la nier. Et puis quand même, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est tous les gens merveilleux que j'ai rencontrés dans ma vie. L'amitié a tenu une place immense dans ma vie, toujours. Plus à partir de 15 ans, si vous voulez, mais j'ai des amis qui ont été, garçons comme filles, des gens de valeur, avec lesquels j'ai beaucoup échangé et qui m'ont fait devenir ce que je suis. C'est tout. J'ai rencontré des gens merveilleux et j'en rencontre encore. L'amitié ne meurt jamais. Jamais. Et je crois qu'on est toujours capable d'aimer quand on veut aimer, profondément. À 96 ans, il peut encore se passer des choses. Et pour moi, la plus belle chose qui soit, c'est d'être comprise par les autres. Comprise. Et pas jugée. Jamais.
c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté et peut-être de transmettre des choses que j'aurais pas dites à n'importe qui. Voilà. Mais vous m'avez tellement gentiment interrogée que je me suis sentie bien avec vous. Voilà. Ça, c'est notre première photographie en rentrant en France. Des remèdes? Non, non, c'est tout l'amour que j'ai reçu. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre.